Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Courtoisie. Vous êtes ancien ministre des collectivités territoriales, ministre de l'immigration, du travail, des relations sociales et de la solidarité, puis de l'intérieur et de l'outre-mer de 2009 à 2011. Alors on va revenir avec vous sur cette attaque contre le collège Gambetta d'Arras qui a fait un mort. Dominique Bernard, professeur de lettres, poignardé à mort et deux autres personnes grièvement blessées. L'assaillant Mohamed Magouchkov, un jeune russe du Caucase, était connu pour sa radicalisation et inscrit au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation terroriste. Son père, fortement radicalisé également, a été expulsé en 2018, ce qui avait failli être le cas pour sa famille, pour toute la famille en 2014. Et arrivé avant ses 13 ans sur le territoire français, il bénéficiait donc Mohamed Magouchkov d'une protection absolue. Il ne pouvait donc pas être expulsé. Alors Brice Hortefeux, est-ce que la France subit son incapacité à parfois à tenir à distance des terroristes, notamment avec une obligation de quitter le territoire français, un éloignement du territoire français? D'abord, bien sûr, c'est un constat d'échec, mais je dirais que malheureusement, globalement, c'est le résultat d'une évolution préoccupante depuis au moins une dizaine d'années. Et je vous rappelle simplement les chiffres. Nous avons sur notre territoire, selon les propres données du ministère de l'Intérieur, entre 700 000 et 1 million d'étrangers en situation illégale, c'est-à-dire qui sont venus sur notre territoire sans nous demander notre avis. Nous avons, l'année dernière, délivré plus de 330 000 titres de séjour, c'est-à-dire un nombre qui n'était jamais atteint jusque-là. Je rappelle que 330 000, pour donner une idée de la proportion, c'était 192 000 en 2012. Et quant aux demandeurs d'asile, puisqu'il s'agit aussi de cela, les demandeurs d'asile, sur la dernière année connue, c'était 156 000. Et là aussi, en 2012, si l'on se réfère à 2012, c'était de 55 000. Donc vous voyez l'évolution, l'explosion d'entrée sur notre territoire, et à l'évidence, à la fois sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan sécuritaire, parce que naturellement, il y a un lien entre immigration et délinquance et insécurité, et cela doit encourager à une remise à plat de tous les dispositifs. Pourquoi ? Parce que la situation d'aujourd'hui n'est clairement pas celle d'il y a 20 ans. Alors vous affirmez justement ce lien entre l'insécurité, la criminalité et donc le terrorisme également. Pourtant, par exemple, votre successeur Gérald Darmanin a eu du mal à reconnaître régulièrement ce lien. Écoutez, c'est une erreur, mais je croyais l'avoir entendu lui-même admettre qu'il y avait cette réalité. Cette réalité a été longtemps contestée, mais vous savez, ce qu'il faut, c'est pas agiter des drapeaux, c'est pas agiter des épouvantails, c'est s'en tenir à la réalité des chiffres. Aujourd'hui, la population étrangère dans notre pays est un peu plus de 10%, 10,3%, et c'était en 2000 7%. Donc vous voyez déjà l'évolution sur un peu moins d'une génération. Et de surcroît, on a un deuxième indicateur qui est totalement révélateur, c'est la part de la population carcérale. Encore une fois, 10% de la population est étrangère et 24% de la population carcérale est étrangère. Donc vous voyez bien qu'il y a quand on ramène ces deux chiffres, on constate, on ne peut que constater, et ce n'est pas faire de l'idéologie, c'est d'être simplement pragmatique, qu'il y a un lien évident. Vous parliez d'une remise à plat de nos conditions d'accueil, en termes d'immigration, en termes d'asile. On voit qu'il y a, par exemple, avec l'assassin de Samuel Paty, donc il y a 3 ans aujourd'hui, c'était un jeune Tchétchène réfugié. Est-ce que également sur le statut des réfugiés, il n'y a pas aussi un énorme sujet, malgré que la France prétend régulièrement devoir être et rester une terre d'asile politique? Il y a aussi ce risque, y compris pour des réfugiés. Bon, bien sûr, mais d'abord, il faut se préoccuper de ceux qui viennent sur le territoire et à qui on demande de partir. Vous savez qu'il y a, là aussi sur la dernière année connue,
120 000 obligations de quitter le territoire français qui sont décidées. 120 000. Il n'y en a que 6% qui sont exécutés. Donc la première chose à faire, c'est de faire respecter le droit. C'est-à-dire, quand il y a une décision de demande de départ, eh bien, s'organiser pour que cela se fasse concrètement. Et pourquoi ça ne se fait pas concrètement? Et il y a plusieurs raisons, mais essentiellement deux raisons. D'abord, c'est la multiplicité des recours. Et donc, le temps que vous déposiez des recours, eh ben, vous avez disparaissé dans la nature. Et la deuxième raison, c'est qu'un certain nombre de pays ne délivrent pas les laissez-passer consulaires, et donc on ne peut pas les renvoyer. Quand on dit on les renvoie dans leur pays d'origine, oui, mais encore faut-il que les pays acceptent de les reprendre et de les récupérer. Et ils ne sont pas enthousiastes, ce qui peut d'ailleurs se comprendre, parce que on leur renvoie par définition des gens qui sont en délicatesse avec les règles, et donc ils sont pas, évidemment, ils se bousculent pas. Mais parfois les chiffres sont très très impressionnants. J'ai en mémoire avec l'Algérie, sur une période qui était de quelques mois, il y avait 7700 OQTF qui a été délivrés, je crois qu'il y en avait 16 qui avaient été acceptés. Les chiffres datent sans doute un peu. Mais c'est ça la réalité. Donc vous savez, 6% des 120 000 qui sont exécutés, on a déjà toutes les sources de problèmes. Il y a une deuxième réflexion, et c'est l'évolution aussi des homicides dans notre pays. Et là aussi, moi, je suis très préoccupé parce que le nombre des homicides baissait dans notre pays et ils sont repartis à la hausse. Si on fait une comparaison sur 12 mois glissants, on a plus de 60 homicides supplémentaires, c'est-à-dire la violence absolue, parce que qu'est-ce que c'est qu'un meurtre? C'est de la violence absolue, et cela augmente. Et parallèlement, le taux d'élucidation diminue. Vous savez, l'élucidation, c'est quand on identifie, qu'on interpelle, qu'on défère, et ensuite qu'on condamne, bien sûr. Et donc, le taux d'élucidation diminue. Quand j'étais ministre de l'Intérieur sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, le taux d'élucidation, c'était 92%. Ça veut dire très concrètement qu'en fait, un meurtrier n'avait quasiment aucune chance d'échapper à l'arrestation et la condamnation. Et aujourd'hui, ces chiffres sont en baisse. Selon les périodes, on tombe à 70, 74%, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi ce signal qui est très préoccupant. Et si vous me le permettez, il y a un autre élément qui me paraît très préoccupant, c'est l'évolution des actes anti-religieux. Je vous rappelle les chiffres sur la dernière année connue. Il y a eu 1659 actes anti-religieux, d'abord visant les chrétiens, ce qu'on oublie un peu de rappeler. Divise d'abord les chrétiens. Sur cette dernière année connue, c'était 857. Ensuite, c'était les actes antisémites, c'était 589. Et enfin, les actes anti-musulmans, c'était 213. Pourquoi je vous donne ce chiffre? Parce que je vous donne le chiffre des actes antisémites, c'était 589. Et on sait, puisque le ministère de l'Intérieur l'a rendu public hier, qu'il y en a eu en une semaine 189. C'est vous dire l'explosion, là aussi, de ces actes. 189 actes en une semaine, vous dites, contre la religion musulmane. Des actes anti-chrétiens. Anti-chrétiens. Des actes anti-chrétiens. Non, pardon, excusez-moi. C'est vous qui m'avez dû dire. Non, ce sont des actes antisémites. Je vous ai donné actes anti-chrétiens qui sont quantitativement les plus importants. En second, ce sont les actes antisémites. Et en troisième, les actes anti-musulmans. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que s'il y a eu 589 actes antisémites sur la dernière année connue, en une semaine, il y en a eu 189. C'est vous dire l'explosion de ces actes antisémites. Alors, on imagine que c'est évidemment lié au contexte entre Israël et le Hamas. Comment déjouer donc des attaques? Comment faire face à des attaques en raison de facteurs extérieurs internationaux qui sont évidemment incontrôlables à l'échelle nationale? Bien sûr, la crainte, et là le gouvernement a raison de s'en préoccuper, c'est que l'on importe sur le territoire national ce conflit. C'est ce qu'il faut éviter. Et comment anticiper? Bon, naturellement, c'est une question de surveillance. Ça veut dire que ce sont des moyens humains, bien sûr, et ce sont beaucoup de moyens techniques et technologiques.
les écoutes téléphoniques, un certain nombre d'éléments que le ministère de l'Intérieur, plus particulièrement la Direction générale de la sécurité intérieure, a à sa disposition pour suivre. Mais ce qui est vrai aussi, il faut pas être dans le déni, c'est qu'il peut pas y avoir un policier derrière chaque personne qui est fichier, soit au fichier de la radicalisation, soit dans d'autres fichiers. Mais c'est pour éviter autant que possible les drames, c'est une surveillance technique et humaine. On parle souvent du bilan migratoire de Nicolas Sarkozy, qui, lors de sa campagne de 2017, avait très, très fortement affirmé ce désir de réaffirmer l'identité française, de réguler l'immigration. Qu'est-ce qui ne s'est pas fait lors de votre quinquennat, du quinquennat de Nicolas Sarkozy ? Mais pardonnez-moi, j'inverse ce que vous dites. Qu'est-ce qui s'est fait ? La réalité, elle est très simple, c'est qu'il y a eu plus de 100 000 illégaux qui ont été reconduits, en tout cas pendant la période où il m'avait confié la responsabilité du ministère de l'Immigration. Et j'ai décidé, sous son autorité, la reconduction dans le cadre des règles, dans le cadre des procédures, dans le cadre de la loi. Et j'ai décidé le renvoi de plus de 100 000 personnes. Alors, bien sûr, ça n'a sans doute pas répondu à l'attente, mais on faisait avec à la fois la volonté d'agir et en même temps le souci de respecter la loi et un certain nombre de règles. Mais je veux pas rappeler tout le détail, mais je vous le dis, sur la période 2007-2009, quand j'étais ministre de l'Immigration, c'est 100 000 clandestins, c'est-à-dire l'équivalent d'une ville importante de notre pays, qui ont été reconduits. Et vous aviez fait face à l'époque à des levées de boucliers, une forte contestation. C'était la fameuse affaire des charters, donc de ces vols pour reconduire à la frontière donc des illégaux. Vous avez fait face. Oui, est-ce que vous pouvez décrire on utilisait tous les moyens là, qui étaient tous les moyens légaux, les retours volontaires. Et puis si c'était pas volontaire, c'était les retours forfaits. Mais c'est vrai que pendant cette action, j'avais en face de moi des personnes qui étaient sans doute sincères, mais des responsables associatifs, la CIMAD, le MRAP et un certain nombre d'autres qui s'opposaient à tout cela. Il y avait des collectifs, il y avait et là, franchement, depuis avec ce drame que l'on a vécu cette semaine, je les trouve un peu silencieux. Je pense que peut-être ils pourraient plaider un peu aussi coupables, car parfois ils ont défendu des causes qui ne méritaient pas de l'être. Justement, ces associations et un certain nombre d'hommes politiques locaux sont visés depuis cette attaque parce qu'ils avaient fortement agi en faveur de cette famille de l'assaillant en 2014 qui devait être expulsée. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ces associations qui reçoivent des financements publics mais qui font tout pour maintenir pour contrecarrer des éloignements de territoire? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, une schizophrénie? Moi, je viens pas expliquer le bilan qui était le nôtre, mais je peux vous dire que lorsque j'exerçais ces responsabilités, j'avais, comme je vous l'ai indiqué, un certain nombre d'organismes, d'associations, parfois qui étaient encore une fois animés avec beaucoup de sincérité, mais qui étaient souvent aussi dans l'erreur. Et par exemple, il y avait un organisme qui avait la responsabilité de la gestion des centres de rétention, et moi j'ai mis fin au monopole. Et on a cassé le monopole, on a ouvert à d'autres associations, notamment à l'Ordre de Malte, de manière à ce qu'ils puissent aussi dire leurs mots et assurer la gestion ou la présence dans ces centres. C'est vrai que ce sont des organismes qui touchent des subsides publics, mais encore une fois, je ne peux parler que sur la période que j'ai moi-même vécue. Il y avait un monopole et ce monopole a été cassé. Et cela ne s'est pas fait, croyez-moi, sans difficulté. Et d'ailleurs,
la rétention administrative de la famille Mougotchkov avait été annulée par une décision du ministère de l'Intérieur, à l'époque de Manuel Valls en tout cas. Est-ce que le gouvernement... Oui, c'était une circulaire que Manuel Valls, qui n'est pas laxiste, hein, je le dis, mais c'était une circulaire qui, à mon sens, était une erreur. Je lui avais dit d'ailleurs à l'époque, nous en avions parlé. Je suis d'ailleurs ce matin en Auvergne, il m'avait téléphoné alors que j'étais justement dans ma région, et je lui avais dit, il faut faire très attention parce que la régularisation, l'extension des régularisations que nous avions resserrées, l'extension des régularisations va naturellement ouvrir un flux et va constituer aussi un appel d'air. Et c'est très exactement ce qui s'est produit. Et justement, cet appel d'air est souvent contesté, notamment par Jean-Luc Mélenchon, hein, qui contestait ce que les fascistes appelaient, contestait ce qu'il appelait les fascistes quand il décrivait l'argumentaire qui consiste à dire que les aides sociales créent un appel d'air. Là-dessus, il y a un déni de la part de la France insoumise, notamment, et à gauche, il y a un déni sur cet appel d'air. Quand la France annule des expulsions du territoire, quand elle accorde un très grand nombre de titres de séjour, ça crée cet appel d'air et donc mécaniquement plus d'immigration. Ça, c'est une réalité, vous l'avez constaté, vous, à l'époque, quand vous étiez aux fonctions ? Mais moi, ce qui m'agace, si vous voulez, c'est l'approche idéologique. Il y a des données, il y a des faits, il y a des chiffres. Là, pour prendre l'exemple, le gouvernement Jospin avait décidé précisément d'élargir les conditions de régularisation et ainsi de suite. Il y a eu immédiatement un appel d'air. On a eu 80 000 demandes de régularisation en très peu de temps. Et donc, encore une fois, il faut écarter le déni et se poser la question, est-ce que nous avons les moyens d'accueillir davantage ? Est-ce que nous avons la capacité à intégrer ? Je pense qu'aujourd'hui, la réponse est non. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir davantage. Et ce que j'attendrais, moi, du gouvernement, c'est qu'ils disent clairement les choses. Veulent-ils, oui ou non, plus d'immigration, moins d'immigration, une stabilisation ? Et cette réponse, la réponse à cette question, eh bien, moi, je ne l'entends pas. J'entends que l'on veut durcir la lutte contre les passeurs, naturellement. J'entends que l'on veut être vigilant sur tel ou tel point, mais il y a une question simple, claire et nette. Voulons-nous, oui ou non, plus d'immigration sur notre territoire ? Par mon expérience, je pense qu'aujourd'hui, avec une présence aussi importante, notamment, comme je vous l'ai indiqué, selon les propres chiffres du ministère de l'Intérieur d'aujourd'hui, entre 700 000 et 1 million de clandestins, je pense que la réponse est non, que nous devrions faire baisser la délivrance des titres de séjour, refaire baisser le regroupement familial et naturellement faire baisser le nombre des clandestins. Et enfin, au sujet des fichages S, donc l'assaillant de ce collège d'Arras était fiché S. Est-ce que ce système n'est pas totalement dépassé quand on voit que des fichiers S passent à l'acte ? Être fiché, ça ne veut pas dire être incarcéré. C'est qu'il y a là où il y a une confusion dans l'opinion. Il y a les fichiers S et il y a le fichier de prévention de la radicalisation. Ce sont des signaux, ce sont des indicateurs, mais je pense que le sujet n'est pas exactement celui-là. C'est les conditions d'accès sur notre territoire. Les conditions d'accès, les conditions d'octroi de l'asile, les conditions de recours contre les décisions de l'OFPRA qui aboutissent à des OQTF. C'est ça que je pense qu'il faut remettre à plat, parce que on voit bien que plus les procédures sont longues, plus évidemment ceux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire ont tendance à disparaître dans la nature. C'est ce que vous expliquent les policiers de la police aux frontières, c'est ce que vous expliquent d'ailleurs tous les policiers, c'est que la longueur des procédures fait que le risque est accru. Très bien. Un grand merci Brice Hortefeux d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Courtoisie. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des collectivités territoriales, de l'immigration, du travail et également de l'Intérieur et de l'Outre-mer de 2009 à 2011. Merci à vous.